Les couches mentales. Cette descente dans le corps ne s'opère donc par aucune technique yogique, mais le plus simplement du monde. On va dans ce qui est là. Et l'on ne s'enfonce dans aucun treillis de vénule et de dendrite, mais dans bien autre chose, qui fait aussi une étrange forêt amazonienne. Pour arriver à percevoir la cellule, ou à éprouver la cellule, il faut d'abord traverser tout ce qui la recouvre. Des couches et des couches opaques et bourdonnantes. La première de toutes les couches est notre couche intellectuelle, celle dans laquelle nous vivons. C'est le haut du bocal. Il est évident que toutes les idées, les philosophies, les religions et le reste n'ont rien à voir avec le corps. Elle n'a l'air de rien, cette couche-là. C'est comme l'air qu'on respire. Mais c'est un énorme grouillement. Il faut que tout cela se taise. Si l'on veut voir clair dans un liquide, il faut qu'il se décante. Première opération, le silence mental. Quand cette couche-là est à peu près clarifiée, on voit surgir une deuxième couche qui commence à devenir très exacte lorsqu'elle n'est plus embellie par le tapage supérieur des idées et des noblesses philosophiques ou humanitaires. C'est la couche du mental émotif. C'est déjà plus collant. Mais ces émotions, si belles soient-elles, n'ont rien à voir avec le corps. Deuxième opération, la pacification du mental émotif. C'est déjà une opération plus compliquée et qui ressemble à une guérilla dans le désert. Quand cette couche-là est à peu près clarifiée et apaisée, on voit surgir une troisième couche, qui jusqu'alors était tout emmêlée aux deux couches supérieures. C'est le mental sensoriel, celui qui gouverne nos réactions. Là, cela devient franchement la forêt vierge avec toutes sortes de petits serpents et de marécages. On n'est pas encore tout à fait dans le corps, mais on s'en approche. Toutes ces sensations de fatigue et de sommeil, de peur, de douleur et de plaisir, goût et dégoût, attraction et agression, contraction et relâchement. Tout cela grouille. Mais on s'aperçoit à quel point tout cela est dicté par les habitudes, le milieu, l'éducation. Tout un fouillis qui n'a rien à voir avec le corps et qui est comme plaqué dessus. Troisième opération, la transparence du mental sensoriel ou la neutralité parfaite. Si l'on se contracte ou si l'on rejette, c'est comme si l'on dressait un mur instantané. C'est-à-dire que la traversée s'arrête. On reste bloqué au milieu de l'Amazonie. Il faut décrocher le corps de toute cette trame active et réactive. Là, le corps commence à devenir un peu flottant, comme s'il ne savait plus très bien ses amarres et son poids. En fait, il est étrangement allégé. Ça commence à devenir un peu le corps. Puis on arrive à la barrière, la quatrième couche, celle du mental physique. Mais on ne sait pas que c'est la barrière. On ne sait pas du tout où on est, ni ce que l'on fabrique dans cette espèce de jungle. C'est après, quand on a traversé, que l'on s'aperçoit que c'était la barrière, et ce que c'était exactement. Sur le moment, et le moment a duré des années pour Mère, c'est un microscopique grouillement collant et interminable dont on ne sait pas très bien s'il conduit à l'autre côté ou à la désintégration du corps, ni même s'il existe un autre côté à ce microscopique enfer, si étroitement collé au corps qu'il semble que de vouloir décoller cette couche-là, ce soit décoller le corps complètement. Quand Francisco de Orellana,
venu des Andes, a descendu pour la première fois le cours de l'Amazone, qui ne s'appelait pas encore Amazone, mais n'importe quoi avec des lianes et des caïmans, il ne savait pas du tout que ça allait déboucher sur l'Atlantique ou dans la mort, ni ce qu'il traversait. C'est très facile d'être cartographe, après. Nous donnerons ici seulement quelques étapes ou repères de cette traversée jusqu'à la barrière du mental physique. 65-247. Quand on observe, on s'aperçoit que ce qui prend le plus de temps, c'est de devenir conscient de ce qu'il faut changer, d'avoir un contact conscient qui permet que ça change. Et combien de temps a-t-il fallu aux grands primates pour s'apercevoir que ce qui compte, ce n'est pas de voltiger dans les arbres, mais de s'asseoir pensivement dans un coin de clairière à regarder rien. 66-303. Si l'on veut avoir l'expérience du corps, il faut vivre dans le corps. C'est pour cela que les anciens sages et les saints ne savaient pas quoi faire de leur corps. Ils en sortaient et méditaient. Alors le corps n'a plus rien à voir là-dedans. 63-108. Une bataille formidable contre des habitudes millénaires. 59-195. Quand on en arrive au corps, quand on veut le faire avancer d'un pas, oh, pas même un pas, un petit pas, tout s'accroche. C'est comme si l'on mettait le pied sur une fourmilière. 56-276. Dès que vous voulez progresser, immédiatement vous rencontrez la résistance de tout ce qui ne veut pas progresser en vous et autour de vous. 58-256. Le chemin à parcourir entre l'état habituel du corps, cette inconscience presque totale à laquelle nous sommes habitués parce que c'est comme ça que nous sommes, et puis l'éveil parfait de la conscience, la réponse de toutes les cellules, de tous les organes, de tous les fonctionnements, entre les deux, il semble qu'il y ait des siècles de travail. 53-14-10. La mort n'est pas une chose inévitable. C'est un accident qui s'est toujours produit jusqu'à présent, qui en tout cas a l'air de s'être toujours produit jusqu'à présent. Et nous avons mis dans notre tête de vaincre cet accident et de le surmonter. Mais ça, c'est une bataille si terrible, si formidable contre toutes les lois de la nature, toutes les suggestions collectives, toutes les habitudes terrestres, que, à moins d'être un guerrier de première classe et que rien n'effraie, il vaut mieux ne pas commencer la bataille. Il faut être un héros absolument intrépide parce que, à chaque pas et à chaque seconde, on a à livrer une bataille contre tout ce qui est établi. Alors ce n'est pas très commode. Et même individuellement, c'est une bataille contre soi-même, parce que si vous voulez que votre conscience physique soit dans un état qui permette l'immortalité physique, il faut tellement que vous soyez libre de tout ce que représente maintenant la conscience physique, que c'est une bataille de chaque seconde. Tous les sentiments, toutes les sensations, toutes les répulsions, tout ce qui existe, tout ce qui est le tissu de notre vie physique doit être surmonté, transformé et libéré de toutes ces habitudes. Ça, c'est une bataille de chaque seconde contre des milliers et des millions d'adversaires. 64-30-10. Le corps est en train d'apprendre une chose, c'est que tout ce qui arrive est pour le progrès. C'est pour atteindre à l'état véritable, celui qu'on attend des cellules pour que la réalisation puisse s'accomplir. Même les coups, même les douleurs, même les apparentes désorganisations, tout cela est exprès. Et c'est seulement quand le corps le prend de la mauvaise manière, comme un imbécile,
que cela s'aggrave. 60-281. Les difficultés viennent de toutes petites choses qui ont l'air absolument vulgaires et qui bouchent le chemin. Elles arrivent à propos de rien. Un détail, un mot, une maladie dans l'entourage, et brusquement ça se contracte. Alors il faut recommencer tout le travail comme si rien n'avait été fait. On pourrait croire que la forme du corps est un point de concentration, et que sans cette concentration, sans cette dureté, la vie physique ne serait pas possible. Mais ce n'est pas vrai. Le corps est vraiment un instrument merveilleux. Il est capable de s'élargir, de devenir vaste. Alors tout s'accomplit dans une harmonie merveilleuse, avec une plasticité admirable. Les moindres gestes, le moindre petit travail. Et puis, tout d'un coup, pour une bêtise, un courant d'air, 3 fois rien, il oublie. Il a un repli sur soi, la peur de disparaître, la peur de ne pas être. Et tout est à recommencer depuis le début. 61-157. Être un saint ou un sage, après tout, ce n'est pas très difficile. Mais la transformation supramentale, c'est une autre affaire. Oh. Ce chemin-là n'a jamais été suivi par personne. Sri Aurobindo a été le premier, et il est parti avant de nous dire ce qu'il faisait. Je suis absolument en train de frayer une route dans une forêt vierge. Pire qu'une forêt vierge. Et alors j'ai le sentiment de ne rien savoir du tout. Au point de vue purement matériel, chimiquement, biologiquement, médicalement, thérapeutiquement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent. Il y en a peut-être, en tout cas, moi, je ne sais pas. Et alors, yogiquement, c'est très facile. On sait tout ce qu'il faut faire, et on le fait aussi facilement qu'on le sait. Ce n'est rien. Mais cette transformation de la matière, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Quel est le chemin? Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a un procédé? Probablement pas. La conscience de l'énormité de la chose m'est donnée comme goutte à goutte, pour que l'on ne soit pas écrasé. C'est au point que toute la vie spirituelle, tous ces gens et toutes ces races qui ont essayé depuis le commencement de la Terre, tout cela, ça paraît rien du tout, un jeu d'enfant. Et puis, c'est un travail sans gloire. On n'a pas de résultat. On n'a pas d'expérience qui vous remplisse d'extase ou de joie. Rien de tout cela. C'est un labeur hideux. C'est vraiment une marche dans rien, sans rien, dans un désert encombré de tous les pièges et de tous les obstacles possibles. On a les yeux bandés. On ne sait rien.